Toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il s'est pas passé grand-chose sur les crypto-actifs ce week-end, on va parler de tout ça très rapidement, on va parler aussi de la Fed, quelques interventions notamment de gouverneurs de banques centrales qui vont parler cet après-midi. Est-ce qu'il y aura un gros impact? Je réponds tout de suite non, c'est pas du tout les gros impacts qu'on peut attendre par rapport à Jérôme Powell. J'ai vu passer éventuellement que Jérôme Powell devait faire une réunion d'urgence. Alors s'il y a une réunion d'urgence, c'est une chose, mais de là à faire un discours derrière une réunion d'urgence, je l'ai pas vu passer en réalité, donc peut-être que je l'ai loupé tout simplement. Donc on sera très attentif par rapport à ça, c'est possible qu'il y ait de la volatilité si Jérôme Powell prend la parole, évidemment. On parlera du cryptoactif total parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent à l'intérieur. On donnera le gagnant de la clé Ledger Nano X tout à l'heure. En fin de vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sur la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est un condensé de plusieurs stratégies, mode dollar cost average, du killer, du lump sum, de plein de choses qui ont été condensées depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Je l'utilise personnellement, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels, et m'offre d'excellents résultats tout en supprimant toute forme de stress. C'est le plus important sur les marchés financiers. Côté Bitcoin, on va parler très rapidement. J'ai toujours envie qu'on vienne chercher cette petite poche de liquidité qui est en train de s'amenuiser, bien évidemment, sur les 18 000 $. On le voit ici, c'est Couz qui nous le propose très régulièrement. Et ici, vous avez en fait un espèce de truc blanc-jaune ici. Alors, c'est peut-être pas blanc, mais en tout cas, un joli jaune. Et en fait, on voit qu'on commence à prendre des clôtures des positions, notamment de longues ici, donc des poches de liquidité qui viennent en fait à s'amenuire. Donc, on a beaucoup plus haut, évidemment, donc on le voit pas forcément. On a un petit peu moins de personnes qui sont un peu motivées, ou un peu moins motivées pour acheter ce Bitcoin actuellement, 1000 $, 100 $, ça cristallise, hein, et puis les grosses baleines qui ont vendu, ils prennent pas de risque, ils achèteront quoi? Des breakouts, très probablement, c'est eux qui poussent sur des directionnels de prix, ni plus ni moins. On a un énorme truc ici au niveau de la liquidité qui commence à s'empiler, et on le voit très bien en réalité, juste ici sur le volume profile. Voilà, juste là, vous voyez, alors je vais le grossir très fort, j'avais fait quelques gribouillis, mais c'est pas très grave. Voilà, juste là, on vient de rentrer dans un combat en fait entre les boules et les bears, juste ici, donc c'est le plus gros niveau de volume actuellement sur les 19 000 $. Donc précédemment c'était un petit peu au-dessus, c'était vers les 20 500 $. Là on est passé sur les 19 000 $. Bon, en somme, on est en train de mettre en place des bottoms de marché qui ont rarement été aussi solides, entre guillemets. Donc si ça casse, malheureusement ça fera une super résistance, mais si ça tient, on aura pour le coup un joli support en bonne et due forme, et c'est clairement ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète plutôt dans les bas de range? Pour le coup, on va le répéter, mais on le répète souvent, c'est plutôt on achète sur des bas de range pour aller chercher des hauts de range. Pourquoi on le fait maintenant et on ne le fait pas précédemment? Parce qu'on n'avait pas ces bandes de range hautes, les 25 000 $, on n'était qu'un objectif, on en avait parlé par rapport à une Tenkan, Kijun, que ce soit les time frame en weekly ou en daily, notamment sur Ishimoku Kinkoyo. On a eu en fait ce rejet au niveau pile des 25 000 $, on les avait bien ciblés, c'était cet été, hein, il y a encore 2 mois en arrière. Maintenant on va chercher la borne basse, formidable, et le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller chercher la borne haute, hein, et on peut y rester quelques temps là-dedans, il n'y a aucun problème avec ça, avant de trouver un directionnel. Alors oui, news fondamentale qui pourrait nous envoyer plus bas que terre, peu de news fondamentales qui pourraient nous envoyer sur des directionnels de prix en l'air. Néanmoins, le plus probable actuellement, c'est quoi? C'est d'acheter les bas de range pour vendre les hauts de range, même si c'est difficile et on pense que ça tape un petit peu et qu'on va tout casser par le bas. Et effectivement, S&P 500 tend éventuellement un petit peu se déprécier, mais on va chercher plutôt des poches de liquidité. Ça tend à tenir, on a un DXY qui commence à se déprécier très légèrement, on n'a pas encore des structures de retournement en weekly notamment, même si les bougies sont pas très belles au niveau du dollar index. Sur le S&P 500, on attend un retour et un rebond bien sûr technique. On les a souvent ces rebonds techniques, hein. Ne nous y trompons pas, donc on peut le reprendre ensemble. Juste ici, on va tirer notre Fibo et on peut aller chercher un premier arrêt relativement facilement en réalité sur les 3860 points, ce qui nous donnerait potentiellement un retour haut de range au niveau de notre ami Bitcoin. Et ensuite, on pourrait éventuellement prendre la direction. Si on prend maintenant la direction et qu'on casse tout par le bas et qu'on a une super capitulation et on se prend 10 milliards de liquidation, on se les prendra. Trader, range trader, prenez votre stop, vous avez votre risque management, investisseur, opportunité pour nous de pouvoir réinvestir sur quoi? Sur des magnifiques structures en W weekly ou en W mensuel. Ça prendra plus de temps que prévu, peut-être beaucoup de narratifs seront entre guillemets mis en déclin, mais c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est de rester sur ce marché, rester concentré sur ce marché, rester exposé sur ce marché, si on y croit, évidemment. C'est ça le plus important. C'est que derrière le narratif, on sait très bien que ce sera bien plus haut, en tout cas, on pourra revendre du Bitcoin bien plus haut que les 20 000 $. En réalité, j'ai très peu de doutes par rapport à ça, évidemment.
Ça, c'était super important. Est-ce que le mois d'octobre est un bon mois? Parce que j'entends pas mal sur les réseaux sociaux et j'entends pas mal de mes confrères influenceurs qui disent généralement le mois d'octobre n'est pas un bon mois, notamment pour les marchés financiers ou les cryptoactifs. Je ne suis pas en accord avec cette fractale, ou en tout cas ce dicton, puisque c'est plutôt positif les mois d'octobre. On a des très très belles bougies souvent au mois d'octobre. Donc vous avez 80% de chances qu'on ait une magnifique bougie bleue ou verte au mois d'octobre, ou 100% de chances qu'on ait une magnifique bougie rouge en octobre. Pourquoi? En réalité, j'ai pris cette petite fractale-là, donc j'ai repris 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, donc 80% du temps, bougie verte plutôt en octobre. Et effectivement, on a eu ici en octobre 2014, octobre 2018, et peut-être, entre guillemets, en octobre 2022, on aura une bougie rouge. Pourquoi? Parce que tous les 4 ans, on a une grosse bougie rouge. Donc on peut partir du principe, donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais dans l'idée, vous avez soit 80% de chance que ce soit vert en octobre, soit 100% de chance que ce soit rouge, puisque c'est juste une fractale qui se reproduirait tous les 4 ans dans un bear market. On a une bougie rouge au mois d'octobre, tout simplement. Le mois de novembre n'avait pas été très très bon pour les cryptoactifs. C'était en 2018 pour celles et ceux qui s'en souviennent, tout simplement. Donc oui, tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça. Ben moi, je vois plutôt du vert. Voilà, donc choisissez votre camp. Est-ce qu'on joue les 80% ou est-ce qu'on joue cette petite fractale de tous les 4 ans dans un bear market? La question, bien sûr, reste ouverte. Chacun fera bien sûr son propre choix. D'ailleurs, j'aimerais vous amener sur le total crypto. Pourquoi? Extrêmement simple, puisqu'il y a quand même des fractales qui sont en train de se positionner, qui se remettent en place actuellement sur nos amis cryptoactifs. Donc c'est bien de regarder Bitcoin, c'est bien de regarder Ethereum par rapport à ses fondamentaux et par rapport à leurs analyses techniques respectives. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les cryptos totales, parce que de plus en plus de grosses banques d'investissement systémiques, BlackRock, JP Morgan et bien d'autres, bien évidemment, commencent à mettre en place des ETF, notamment sur des technologies blockchain, notamment sur des mineurs, notamment sur le métaverse, et c'est une jolie news qu'on a eue assez récemment. Juste ici, BlackRock prépare un nouvel ETF, ciblant ATH aussi, bien évidemment, ciblant les métaverses en dépit des conditions de marché défavorables. Je trouve ça plutôt intéressant, donc ça parlera des NFT. Donc ils vont pas directement investir dans les tokens, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'il faut lire. Ils vont tout simplement investir dans des entreprises qui sont soit investies, soit travaillant directement de près ou de loin dans l'univers des blockchains, des NFT, des métaverses, etc. Donc on est en train tout simplement de mettre en place les jetons. On est en train de mettre en place des ETF d'infrastructure pour essayer de proposer au public, plus ou moins des gros portefeuilles, de pouvoir investir sans pour autant en détenir, pour rester tout à fait dans la législation et dans la réglementation en vigueur, notamment auprès de la SEC. Donc ils marchent tous sur les œufs, mais on est au début de rien. Donc on commence, entre guillemets, à travailler sur des produits financiers qui peuvent éventuellement influencer directement, et ça pour le coup, qui influenceront directement le prix de nos tokens et le prix des projets qui sont poussés par ces tokens. Et évidemment, 99% de nos projets aujourd'hui qu'on regarde sur les réseaux sociaux ou qu'on regarde sur CoinGecko ou qu'on regarde sur CoinMarketCap disparaîtront dans les prochaines années. C'est une certitude absolue. Donc est-ce que EGLD, est-ce que Polkadot, est-ce que Ethereum, est-ce que Bitcoin sera encore là dans 10 ans? Je pense que oui, Basic Instant probablement aussi. Plein de petits jeux NFT, etc. qui pourraient être encore là dans Sorare peut-être éventuellement, ou Chiliz avec Sochos, ça peut être encore là peut-être dans 10 ans, sachant qu'on va recréer indirectement des GAFAM autour des jeux crypto ou autour des technologies blockchain. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on doit se libérer de tous nos petits crypto-actifs préférés? Non, pas du tout. On voit que beaucoup de cryptos ont un petit peu décalé, on fait beaucoup de top crypto dans ce sens-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, de toute manière, nous donneront tout au tard nos 110%, voire nos 500%, et on pourrait prendre des profits sur ces cryptos-là, surtout les plus résilientes, parce que vous avez fait un vrai travail fondamental derrière. Et on peut en parler en réalité de cet agglomérat de crypto-actifs préférés. Sur le crypto total, actuellement, on est dans quoi? On est dans une zone de rechargement d'achat, et on est en train de travailler cette zone de rechargement d'achat de façon assez sympa. On prend ici notre volume profile. On est en train de travailler ici un gros cluster, juste là. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt qu'on achète des zones de rechargement d'achat pour vendre potentiellement des hauts de range. Donc on est toujours dans cette même mécanique-là. Il y a des choses qui se sont passées en weekly, mais on va les reprendre ensemble parce que je pense que c'est extrêmement important. On a des magnifiques W en weekly sur notre MACD. Vous l'avez ici. Oui, mais ça marche pas ton truc, ça marche pas sur Bitcoin. On l'avait fait juste avant sur les 25 000 $. Et puis là, on vient de se péter la tronche, on a 19 000, ça va partir à la cave. Ouais, mais il faut revenir un petit peu dans le rétro par rapport au crypto total. Et je parle vraiment du crypto total. J'oublie Bitcoin, la dominance Bitcoin avec Ethereum. Vous l'avez eu ici, c'était en août 2020, vous l'avez eu ici en 2019. En fait, vous l'avez eu à chaque fois ici en 2016, 2015, vous l'avez eu avant également. Et on va regarder à chaque fois ce que ça donnait au niveau du prix. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi on regarde cet indicateur du MACD? Parce qu'à chaque fois, on avait les bottoms de marché. C'est assez simple à dire. Ici, on a vu ce magnifique petit W weekly, magnifique confirmé, boum, extraction haussière, on n'est jamais revenu à ces prix-là. Ici, vous avez eu la même chose, boum, extraction haussière, alors que le monde était baissier, vous pouvez bien sûr l'imaginer.
Bitcoin ne valait strictement rien. Ici, on a eu la même chose. Ici, on l'avait eu un tout petit peu, pour le coup, mais on l'avait eu sur Bitcoin. On ne l'avait pas eu sur le crypto total. Rappelez-vous. Hein. Ici, on l'a eu sur le crypto total, boom, bottom de marché, to the moon. Et ici, c'était pareil. Hein, on avait juste ici une petite chasse à la liquidité. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était juste là. On était très baissier psychologiquement. Enfin, je pense qu'on est plus baissier aujourd'hui qu'à l'époque, pour être tout à fait franc avec vous. Ça, c'est purement mon souvenir, mon expérience. Ici, on était beaucoup moins... Enfin, aujourd'hui, on est beaucoup plus baissier qu'à l'époque. Parce qu'on avait vu le crack Covid, on savait que les gens étaient trop baissiers. L'ordre de flow nous montrait qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui shortaient et qui étaient à contre-tendance de ce mouvement-là. Vous avez exactement la même chose ici, un magnifique W Weekly, vous le voyez comment il est juste là. Hein. Magnifique W Weekly, confirmé juste là. Derrière, to the moon, vous connaissez le bull run derrière. Et on a exactement la même fractale ici. Vous avez des divergences qui tendent à se confirmer. Si on vient clôturer juste ici, au-dessus des 9 trillions, à peu près, 900 millions, 900 billions, donc 9 trillions de dollars, juste là, ça représenterait les 22 000 $ à peu près sur Bitcoin. Voilà pour ça. Donc je vous remets des petites fractales dans ce sens-là. Je trouve ça plutôt intéressant de vous en reparler. On va regarder très rapidement le DXY. Il est bullish le DXY, ne nous y trompons pas. Donc il faut le regarder tel quel et ne pas, entre guillemets, anticiper un retournement de marché. Mais vous avez des bougies qui sont intéressantes. Actuellement, on fait des bougies de retournement. Hein. On ravale des bougies précédentes ici. Donc la question, c'est est-ce qu'on, éventuellement, on construit pour faire juste une toute petite correction ? C'est actuellement ce qu'il faut prétendre. On aura des vraies résolutions, ou en tout cas une vraie cassure de la dynamique au niveau du dollar index si on vient à clôturer et travailler en dessous des 104 points. Pourquoi ? Parce que c'est en dessous d'un premier arrêt par rapport à des précédents niveaux de support historiques qu'on a bien réussi à défendre. Donc c'est comme ça qu'on retourne, hein, tout simplement. C'est quand on vient casser ici, potentiellement un petit pullback, le dead cat band, et puis derrière, on part à la cave au niveau du dollar. Le narratif rattrapera bien sûr toujours ses droits. Côté order flow, très rapidement au niveau de notre ami Bitcoin, donc on a un funding relativement positif, mais en réalité c'est très peu, c'est beaucoup moins de ce qu'on a pu voir par rapport à des précédentes corrections, des précédents rebonds très très forts. On a un ratio long short qui est plutôt en faveur des longs jusqu'à preuve du contraire, mais on a vu que précédemment c'était plutôt décorrélé, donc c'est plutôt l'inverse qu'il fallait suivre. Ici on est beaucoup de shorters, boum, ça baisse, et ici il y a beaucoup de, entre guillemets, d'acheteurs, et ici ça monte, et puis ici beaucoup de vendeurs pour... ratio long short plutôt en faveur des longues, peut-être que ça va break à la hausse, mais toujours en train de ranger. Donc pour l'instant, il n'y a pas de résolution, on observe, on n'agit pas sur ce marché. Ceux qui doivent agir sur ce marché, techniquement, doivent déjà y être. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir faire une résolution à la baisse ou à la hausse dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines? Je pense que ça sera catalysé par beaucoup de nos informations, notamment au niveau de la Fed. Ça, c'est super important. On est en train de switcher au niveau du sentiment vis-à-vis de nos opérateurs de marché, ou en tout cas nos économistes et analystes financiers, notamment au niveau de Wall Street par rapport à l'augmentation des taux. On commence à repasser presque sur du 0,50 points de base. Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a encore 4 jours de ça, on était plus près des 90% ici et 10% ici. Donc, on était même à 0% ici pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, on commence éventuellement à se détendre au niveau du consensus. On ne le voit pas sur le cours, c'est normal parce que les marchés de Wall Street sont fermés, donc peut-être qu'on va avoir une réaction haussière par rapport à ce consensus qui est en train de se détendre un petit peu, de revenir sur des choses beaucoup plus logiques par rapport à du 0,50 points de base. Et j'aimerais vraiment vous montrer ça parce qu'il faut vraiment qu'on se mette dans cette idée-là. Qu'est-ce qu'on est en train de pricer actuellement sur les marchés financiers ? On price ceci. On est au mois d'avril-mars. C'est super important. On n'est pas ici. Ici, on s'en fiche de ce qui se passe là. Voilà. La seule chose qu'on peut observer là par rapport au consensus, c'est de voir, et oui, effectivement, c'est en train ce n'est plus exponentiel. L'augmentation des taux n'est pas comme ça. L'augmentation des taux, en fait, est en train de décliner. Toujours croissant, mais en déclin. En tout cas, moins violente. Ok ? Donc, actuellement, le marché est en train de pricer ça. Mois de mars, ils sont à 6 mois. Est-ce qu'on arrive sur un plateau, oui ou non ? Est-ce que les informations qu'on va avoir au niveau du CPI, au niveau du CPE, au niveau de tout ce que vous voulez, est-ce que ça va en corrélation par rapport à un plateau, oui ou non, entre les 4,75 points de base ou les 5 points de base, au niveau des taux à 10 ans dictés par la Banque centrale américaine ? C'est ça que le marché est en train de questionner. S'ils ont raison, on a trouvé nos points bas. Eh oui, il faut le savoir. Si le consensus a raison, on a trouvé nos points bas. Si le consensus a tort, et si la Fed continue à augmenter des taux de façon très agressive, et on parle plus de 5%, on parle de 6, 7, 10, 20%, et on reprend Volcker des années 80, à ce moment-là, le marché corrigera. Le marché corrigera fort, et généralement, il prendra l'ascenseur. On a souvent ces adages. Le marché monte les escaliers, mais descend par l'ascenseur. Donc, il descend beaucoup plus vite qu'il ne monte. Comprenez-le. Ok, là ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on travaille des supports. Alors oui, on est un petit peu en dessous, donc techniquement c'est pas très joli, mais dans le consensus et dans la visualisation globale du marché, on est en train de pricer un plateau. Donc on est sur des points bas. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre.
et on attendra tout simplement les news, hein, et c'est comme ça qu'il faut l'encadrer, en tout cas c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Donc moi je pense qu'on aura probablement un petit déclin, et la Banque d'Angleterre a quand même envoyé le truc. Elle s'est excusée, hein, notre amie la nouvelle première ministre de l'Angleterre, pour dire un petit problème de communication, mais les marchés financiers n'ont rien compris par rapport à l'emprunt et par rapport à l'endettement, je vais leur expliquer. Et ben, avec grand plaisir que tu nous expliques. J'espère que ça marche, parce que si ça marche, ça peut donner des très bonnes idées à d'autres banques centrales nationales, notamment en France, en Allemagne et partout ailleurs, parce que c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir. Ce que fait l'Angleterre, c'est complètement disruptif par rapport à ce que le consensus s'accorde dans les banques centrales actuellement à travers le monde. Donc on suit peut-être un petit peu la Bank of Japan, actuellement en Angleterre. Je trouve ça plutôt intéressant. Elle le prend. Regardez vraiment les articles si ça vous intéresse, mais ça peut être précurseur parce que vous savez que tout le monde se regarde. Hein, si ça marche chez les voisins, ça marchera chez nous. Et les Anglais ne sont pas à démériter. Entre le Brexit, entre l'inflation vraiment galopante, la fracture, le krach obligataire et la dévaluation de sa monnaie, on est dans un nouveau paradigme en Angleterre. Honnêtement, je tire mon chapeau aux Anglais s'ils sortent la tête haute de cette crise-là, et ce sera clairement des décisions politiques au-delà d'économiques qui pourront éventuellement le faire, et ça va dans mon sens. Donc c'est plutôt intéressant par rapport au marché financier, que ce soit crypto ou plutôt traditionnel. Donc j'espère qu'elle sortira vainqueur de ce conflit sans précédent, parce que les langues se délient, hein, que ce soit Bruno Le Maire, tout le monde a peur pour l'Angleterre, évidemment, et peut-être que ça va marcher, qui sait. C'est toujours pareil, quand il y a des gens qui font... vous verrez à la fin, si elle sort gagnante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sans jugement de valeur. Si elle sort gagnante de cette crise-là, on lui dira c'est normal parce qu'elle était le seul à le faire. Donc dans tous les cas, elle a tort en réalité. Mais si elle sort perdante, partez du principe que ça nous laisse un petit peu moins de marge de manœuvre pour pouvoir éventuellement aller dans cette direction-là. Et c'est des choses qui seront prises par le marché. Évidemment, je vous ai dit tout ce que je voulais dire. On verra bien au niveau des petites informations, au niveau des discours de nos amis Berkin et de nos amis, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'oublie à chaque fois, je l'avais noté, non, Bostic, voilà, exactement. Donc on verra bien ce qui se passera, mais il n'y a pas grand intérêt par rapport aux petites étoiles ici. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de volatilité. Ok pour ça. Deux petites news et on finit sur quelque chose que je voulais vraiment vous embarquer par rapport à Merkle Boré, par rapport aux grands investisseurs et par rapport à la question qu'on pourrait se poser ensemble, pourquoi les moins intelligents seront les grands gagnants de ce krach, de cette crise, comme à chaque fois finalement précédemment. Également, toujours intéressant par rapport à cette petite news, épargne, le taux du livret A n'augmentera pas en 1er novembre. Pourquoi ? C'est très simple. Parce qu'il y a beaucoup d'inflation et on ne veut pas en réalité qu'il y ait beaucoup d'inflation, donc on ne veut pas que les gens consomment. Or, c'est pas ce que dit la Banque de France. En hausse des taux inciterait l'épargne alors qu'on veut maintenir la consommation. Alors il faudrait s'accorder les amis. Soit on arrête la consommation, on augmente des taux et on casse la demande, pour le coup, et là vous allez revoir une inflation qui va repasser en dessous des 10, notamment dans la zone euro. Je rappelle qu'on est tous dans le même panier, donc s'il y a un taux d'inflation aujourd'hui dans la zone euro de moyenne à 10%, on est tous concernés. C'est pas les Français, ils sont à 5,5, on est les meilleurs, on est champions du monde. En même temps, on est en train d'emprunter comme jamais on avait emprunté auparavant. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais je préfère avoir du bitcoin que de l'euro ou du dollar aujourd'hui, croyez-moi. L'Allemagne qui reprend 200 milliards pour le bouclier énergétique, ça va pas dans le bon sens. Et d'un côté, on est en train de se faire liquider, parce que c'est clairement c'est de l'impôt déguisé. En réalité, c'est de la taxe. Enfin, au-delà de la taxe, c'est vraiment de l'impôt déguisé par rapport à cette inflation. On est en train de nous expliquer qu'on va rester sur du 2% ou 2,5% sur le livret populaire ou le livret d'épargne, ou le livret A, alors que l'inflation est à 5, 7, 10% dans la zone euro. On est tous concernés, on est tous à 10% en réalité. Hein. Donc on a vraiment des taux de rendement négatifs aujourd'hui. Ouais, mais on veut pas casser la consommation. En somme, on veut baisser l'inflation, plus de croissance. Bonne chance. Alors effectivement, peut-être qu'au niveau il faut beaucoup de chômeurs alors à ce moment-là. Il faut que ceux qui peuvent encore consommer consomment beaucoup plus et les chômeurs qui consomment moins et qu'on fait baisser les salaires. Et puis à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir un taux d'inflation un petit peu moins élevé, évidemment. Ça remonterait peut-être à 3% au niveau de février. Ne levons pas les bras en l'air parce qu'à partir du 1er décembre, enfin du 1er janvier notamment en France, les boucliers énergétiques ne seront peut-être pas les mêmes, évidemment. Donc indirectement, ou directement, mécaniquement, l'inflation repartira à la hausse. Ce n'est pas bon d'avoir actuellement un livret A. On perd de l'argent, évidemment, en ayant un livret A actuellement, que ce soit du 3, 4, même du 5%, on perdrait de l'argent. Tout simplement. On a également cette petite phrase qui était très intéressante. On n'a jamais eu de rendement réel négatif aussi élevé depuis le tout début des années 1980. On reprend par rapport à Volcker, notamment aux États-Unis, et alors que là on est en Europe et plus précisément en France, par rapport au dernier choc pétrolier. Donc c'est toujours la même chose. On met en place des restrictions de demande par rapport à des problèmes d'offres.
On le dit, ce sont des problèmes d'offre, ce ne sont pas mécaniquement des problèmes de demande par rapport à ça. Il y a 3 styles d'investissement, et j'aimerais finir cette vidéo là-dessus. On prend encore 5 minutes ensemble. Vous en avez 3. Vous avez la première, la plus connue, notamment sur des cryptoactifs qu'on utilise, et je vous expliquerai pourquoi on utilise celle-ci. Ça s'appelle le dollar cost average. Vous comprenez toujours la mécanique, c'est que vous achetez tout simplement des petites cryptoactifs tous les mois, sans se poser de questions. On achète de temps en temps, tous les mois on achète pour 100 balles, pour 200 balles, pour 500 balles, en fonction de votre capacité d'épargne, et vous les investissez à peu près là où vous voulez. Et c'est vrai que sur des cryptoactifs, le dollar cost average a plutôt bien fonctionné. Vous avez une deuxième technique, c'est le killer. Le killer, c'est l'achat unique, si vous voulez. Alors non, le killer c'est plutôt j'achète les points bas parce que je suis un génie, ou je fais Mackelbury. C'est un peu l'idée. Mackelbury est très bon, avait bien pricé au niveau du crack de 2008, donc bravo à lui. Et l'idée c'est d'essayer d'acheter des points bas, toujours des points bas. Alors pas forcément sur le Bitcoin ou sur des cryptoactifs, c'est plutôt sur des indices boursiers. Alors, donc on va plutôt prendre au niveau des indices boursiers, mais on repartira et on fera ce parallèle là avec notre ami Bitcoin juste après. Je sens qu'il faut plutôt regarder le panier d'indices par rapport aux cryptoactifs, et je pense que ça viendra tôt ou tard. Non, pas le DXY, juste ici, au niveau du S&P 500. Je vais pas vous le mettre là. Multiplié par 3, divisé par 3, comme ça on aura une nouvelle charte. Voilà. Je prends un début à février 2018. Et l'objectif du killer, c'est d'aller chercher des points bas. Donc en fait, je vais acheter ceci, et potentiellement, si je suis un devin et Irma, je sais que ici c'est le point bas. Partons du principe que ici c'est vraiment le point bas, même si on ne le sait pas jusqu'à preuve du contraire. Mais je suis tellement bon qu'à chaque fois j'achète pile ici, et potentiellement je prendrai le point bas qui est ici, où on aurait pu imaginer le point bas ici. Mais on imagine vraiment, c'est ça le killer, c'est que j'achète réellement le point bas. Vous savez que c'est impossible, mais dans l'idée, comme ça je vous fais vraiment le coup de génie, quoi. À chaque fois, je poste, j'ai acheté le point bas et j'ai mis l'intégralité de mon capital. Donc l'idée du killer, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu Mackelbury, c'est que j'épargne du cash tous les mois. Donc ici, j'ai à peu près, je vais passer en weekly, donc je ne sais pas combien j'ai de semaines ou combien de mois j'ai ici. On va le diviser par 80 derrière. Voilà, 24, donc grosso modo, j'ai 8 semaines ici, enfin 8 mois ici, ou jusqu'au point bas, j'ai 10 mois. Grosso modo, j'ai 1000 balles. Donc je mets 100 € tous les mois ici, et comme je sais que c'est le point bas, ici, je mets 1000 € de mon capital. Je fais all-in, en fait, sur le point bas. Puis, je remets 100 € de côté sur mon livret A, ou dans ma tirelire, si vous voulez. Et dès que je sais que c'est le point bas ici, donc un crack, c'est généralement 25% de baisse. Ici, c'est comme ça qu'on délimite des crashs sur les S&P 500, c'est à peu près 25% de baisse. Bon, on va dire qu'on a pris les 20% de baisse. Et je remets ici, donc tous les mois, je remets 100 € par mois dans mon petit portefeuille, dans ma petite tirelire. Et dès que je sais que j'ai le point bas, je mets all-in. Donc ici, j'ai mis all-in avec mon capital que j'avais mis ici, et ici je mets all-in avec le capital que j'ai ici. Et ici, je mettrai all-in avec le capital que j'ai en fait économisé dans ma petite tirelire ici. Ça, c'est clairement le killer. J'achète les points bas, le fameux buy the dip si vous voulez. Et vous avez une troisième technique, c'est le lump sum, beaucoup le connaissent je pense, et c'est beaucoup en réalité, et ça a beaucoup été utilisé dans les cryptoactifs, et qui engendre des fortes capitulations. C'est j'ai 10 000 balles, et je mets tout à un point A, sur un instant T. En somme, ici, j'ai 10 000 €, je mets tout. All-in. Et je ne me pose plus de questions, on rouvre le truc dans 5 ans ou dans 10 ans. En somme, si vous aviez pris le top ici au niveau de Bitcoin, si vous mettiez all-in 10 000 balles sur les 20 000, à partir du principe qu'entre mars 2018 et ici, votre capital aurait été de 0. Vous avez acheté le top, aujourd'hui on est peut-être potentiellement sur des bottoms de marché, mais votre capital, votre capital est toujours le même, quoi. Vous avez mis 10 000, vous vous retrouvez plus ou moins avec 10 000 balles aujourd'hui, sauf si vous avez fait du staking, évidemment, avec votre petit denier, mais c'est pas énorme sur Bitcoin ou sur Ethereum, c'est pas énorme, évidemment. Donc ces trois techniques s'affrontent. On va regarder par rapport à des rendements sur Bitcoin et à la fois sur le S&P 500. Je trouve ça super intéressant. Vous avez un site qui existe, je vous le montre souvent, DCA-BTC, et on va reprendre dans cette idée-là. Vous prenez 100 € tous les mois, ce qui fait en fait 5 000 € de mars 2018 jusqu'à aujourd'hui. Si vous aviez investi dans Bitcoin, aujourd'hui vous auriez eu 17 000 € à peu près. Ok, 17 000 balles avec 5 000. Si vous aviez investi dans le S&P 500, vous auriez eu 6 000 €. Donc vous voyez, plus 1 000 €. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui aurait été le plus intéressant au niveau de Bitcoin ou au niveau du S&P 500, dollar cost average, lump sum ou le killer acheter des points bas. En fait, quand on parle du killer, on se dit mais si on achète les points bas, c'est sûr qu'on est plus rentable. Et en réalité, c'est faux. Sur Bitcoin, c'est faux. Sur S&P 500, c'est faux aussi. Et je vous expliquerai pourquoi. En fait, si vous prenez Bitcoin et vous prenez les points bas, on a commencé à réfléchir juste ici au niveau de 2018. J'achète donc ici, potentiellement j'achète ici le point bas puisque j'ai eu un nouvel ATH, et même
pour être vraiment dans le délire, on l'enlève celui-là et potentiellement on rachète ici. Si je prends ici et que j'ai un capital en réalité de 10 000 euros ici, on va regarder à chaque fois quand j'avais économisé, donc tout ça j'ai économisé, all-in ici. Maintenant j'économise tout ça, all-in sur le point bas. J'économise tout ça, all-in potentiellement sur le point bas. En fait, mon rendement aurait été exactement de 29 000 $. Ça veut dire que j'ai mis 10 000 euros là-dedans. Ici, à l'instant T, j'aurais 29 000 $. Or, si j'avais fait la même chose, donc ici c'est 210, pour avoir un capital de 10 000 $, j'aurais eu 36 000 $ si j'avais fait du dollar cost average. En somme, si j'avais acheté les points bas, ici, j'aurais 29 000 sur mon compte en banque aujourd'hui ou sur mon wallet. Et si j'avais fait du dollar cost average, donc tous les mois, je mettais 200 balles, 200 balles, 200 balles, pour me faire 10 000 euros ici, et ben j'aurais eu 36 000 ou 37 000 $. Maintenant, si j'avais ici exactement fait ce qu'on appelle le lump sum, ça veut dire que je mets tout d'un coup, all-in, et ben non, ça n'aurait malheureusement pas marché, vous pouvez le comprendre. Et à quel moment j'aurais pu éventuellement mettre mon all-in pour être rentable plus que le DCA, et ben vous l'avez ici sur cette ligne jaune. Si vous aviez mis exactement sur les 4 300 $, donc vous n'avez pas eu beaucoup de temps, hein, ici ou ici, vous auriez surperformé le DCA. Vous imaginez de la difficulté du truc? Ça veut dire qu'il fallait vraiment prendre le point bas ici, hein, par rapport au prix actuel. Pour surperformer DCA, il fallait mettre all-in en dessous des 4 300 $. En somme, vous comprenez bien que si on est vraiment sur des points bas aujourd'hui, si vous voulez surperformer le DCA par rapport à l'histoire, et je prends toujours par rapport à l'histoire, eh ben il faut mettre all-in maintenant ou peut-être mettre all-in après. Je ne sais pas. Mais vous comprenez bien que, émotionnellement parlant, c'est très difficilement tenable de faire en fait ce qu'on appelle des all-in, de se précipiter pour acheter. Ce qui marche le mieux sur les cryptoactifs, depuis la création des cryptoactifs, c'est le dollar cost average. Le dollar cost average bas, sauf si vous avez acheté les 4 300 $ et que vous n'avez rien jamais touché. Et honnêtement, je vous tire mon chapeau. Franchement, ça marche. Vous faites all-in là-dedans. Ok, pas de problème. Mais ne le faites pas. N'importe où, jamais. Ou vous achetez des bottoms de marché, mais vraiment, vous achetez des bottoms. Hein. J'achète le point bas. Vous n'êtes pas rentable. Vous êtes moins rentable que le dollar cost average. C'est incroyable ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Vraiment, hein. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je mets dans une tirelire, hein. C'est pas je mets... c'est je mets dans une tirelire, donc je ne prends pas d'argent en réalité, et toute cette hausse, alors que le DCA gagne de l'argent, vous ne gagnez pas d'argent parce que vous le mettez sur une tirelire, on est bien d'accord, hein. Et vous réinvestirez vos 10 000 euros ici. Vous êtes moins rentable que le DCA. Maintenant, si on part sur les actions, et si on part plutôt sur le S&P 500, au-delà des actions, en réalité, ce qui fonctionne le mieux, c'est nos prises de tête. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, divisé par 3, qu'il ne faut pas être intelligent pour gagner sur les marchés. Si vous avez acheté les points bas ici, acheté les points bas ici, acheté les points bas ici, grosso modo, vous auriez eu plus 1500 euros, plus 1500 $ sur un capital de 5000 $, ou plus 3000 $ sur un capital de 10 000 $. Ok? Ici, plus 3000. Si vous aviez fait du dollar cost average sur un capital de 10 000 $, vous auriez eu ici plus 2000. Mais par contre, si vous aviez fait all-in ici, sur le top du marché, et je dis bien sur le top du marché, et bien ici, vous auriez eu plus 4000 $. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que historiquement, quels que soient les cracks financiers, alors qu'on se serait pris quand même des sacrées cartouches, hein, ne nous y trompons pas, donc j'achète le top de marché, ici je me prends quand même du moins 25%. Donc sur mes 10 000 $, il me reste en réalité moins 25%, si je l'avais pris exactement au top ici de mars 2018. Ok pour vous? Et ben j'aurais été plus rentable avec l'investissement unique ou le lump sum. En somme, il faut balayer l'idée, et je veux vraiment finir cette vidéo, sur je veux à tout prix acheter le point bas. Je viens de vous démontrer que ce soit sur les cryptoactifs ou que ce soit sur le S&P 500, et vous pouvez faire cet exercice, et il y aura bien sûr des exceptions sur plein de petites cryptoactifs ou plein d'actions tech ou moins tech ou des actions défensives ou des actions ou des valeurs de croissance. Mais dans l'idée, en réalité, ce qui est le plus difficile émotionnellement, c'est d'essayer d'acheter le point bas. Et même si vous y arrivez, vous êtes des génies, vous n'y arrivez pas une fois, vous y arrivez une fois, vous y arrivez 2 fois, vous y arrivez 3 fois, vous êtes moins rentable que le mec qui a mis all-in ici. Sur un top de marché. Sur le S&P 500. Et sur les cryptoactifs, c'est plutôt le dollar cost average. Peut-être que oui, ça changera. Peut-être que demain, le lump sum sera beaucoup plus rentable ici que le dollar cost average. Peut-être que de mettre all-in ici sera plus rentable que peut-être mettre du dollar cost average sur les 10 prochaines années. Mais actuellement, on ne le sait pas.
Et le marché a une mémoire. Donc faisons de façon raisonnée et raisonnable ce qui a marché sur les marchés financiers. Vous aurez bien plus de chances d'en tirer un rendement dit infini ou une forme de liberté financière plutôt que d'essayer d'acheter le point bas et surtout à essayer de se refaire à levier. Vous voyez que dans cette thématique, dans cet exercice, je vous dis qu'avec 100 € par mois ou 50 € par mois, vous pouvez largement surperformer le marché, ou en tout cas le marché des S&P 500, notamment sur les cryptoactifs, et ne mettez pas de levier, parce que le levier, c'est juste la meilleure façon pour se faire recte du marché. Et émotionnellement, c'est difficile de revenir. J'espère que je vous ai aidé. J'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, mais je voulais vraiment vous remettre dans cette expectative. Et en somme, les moins intelligents seront très probablement à la fin, in fine, les grands gagnants de ce marché des crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment au début de rien. On reparle aujourd'hui de 3% au niveau de l'adoption, notamment sur les crypto-actifs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Et juste avant, mais non, j'allais oublier le grand gagnant, ou les grands gagnants, au niveau de notre jeu concours. J'ai failli l'oublier celui-là. Bon, merci à toutes et à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça fait combien de temps qu'on parle? 30 minutes. Allez, ok, on fait ça très rapidement. J'avais tout noté en plus, j'ai failli l'oublier l'histoire. Ok, on est en weekly, on va chercher notre clôture. Notre clôture est exactement à 1275 $. On voit juste ici, hein, on l'a bien ici. Hop, je remets mon petit pinceau, enfin mon petit aimant. Ok, 1275 $. Est-ce que nous avons un gagnant ou peut-être deux gagnants? Parce qu'effectivement, il y a deux gagnants. On regarde tout de suite. Oui, bravo, Flouzor Flouz avec 1281 $ pour le S&P 500, pour l'Ethereum, pardon, et Jean-Philippe aussi, bravo à tous, merci. 1280 $ tout rond, bravo pour cette clôture en weekly. Vous aviez posé cette réponse il y a 2 jours, vous ne l'avez pas modifiée, donc si vous ne la modifiez pas, vous restez dans le jeu concours. J'ai vu quelques personnes qui avaient modifié leurs petits commentaires et qui étaient bien plus proches de ça, de la clôture. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, vous comprenez bien. Vous recevrez tous les deux une clé légère Nano X, donc j'en ai une en stock, donc je vais en commander une autre et je vous l'envoie directement. Je vous laisse revenir vers moi directement sur le Discord en message privé et je vous expliquerai la marche à suivre. Je vous envoie ça dès demain, si j'ai votre retour. Bravo à vous pour cette bonne estimation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Ciao.